après, moi, je vais essayer et faire attention au caillou. Ouais. T'as lancé? Les oiseaux, ça gêne pas. T'as lancé? Moi, j'ai pas lancé encore. Vas-y. Ouais, T'as changé quoi? C'est vrai que tu disais le matos, ça a changé depuis quelques années. C'est vrai, avant le mec, le perchman, le tif. Et puis là, maintenant, tu sais, souvent les mecs ils font téléphone. Oui, ça va bien. Nous, il y a des types, on leur a dit, tu nous envoies tes réponses, ça suffit. Daniel Costantini, bonjour. Bonjour. Alors nous te recevons aujourd'hui pour la chaîne Handstar TV, un nouveau média du handball. Merci de nous accueillir ici, à la table de Massimo, et surtout à Marseille, donc chez toi. Est-ce que tu... Chez moi, ce qui fut chez moi au départ, et ce qui est en train de le redevenir. Parce qu'il y a quand même eu un trou de 30 ans quand même. Oui, mais c'est vrai qu'on a toujours dit Daniel Costantini, Marseille. le Marseillais. Voilà. On y reviendra d'ailleurs sur cette importance de Marseille dans le handball français. Est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi-même, succincte? Je compléterai s'il faut. La présentation de mon personnage, quoi. Voilà, de toi. Bon, mais moi, je dirais, je suis quelqu'un d'assez classique dans le handball, à savoir que j'ai découvert le hand à l'école, au lycée. J'ai pratiqué plutôt pas mal dans le club marseillais qui s'appelle toujours le SMUC, mais qui n'a plus d'équipe de haut niveau, malheureusement. Et où on a eu quelques résultats sympas dans les années 60. Et c'est ça qui m'a progressivement fait comprendre que le handball serait une partie importante de ma vie. N'oublions pas quand même que j'ai fait des études de prof de gym, même si les études de prof de gym, surtout à l'époque où je les ai faites, c'était pas la préparation de Polytechnique, hein, c'était quand même super cool, quoi. Mais c'est quand même une formation complète. Voilà, c'est une formation complète, un avenir assuré. D'ailleurs, à mon époque, dans l'équipe de France, il y avait 50% de profs de gym. Les entraîneurs étaient tous profs de gym, etc., etc., etc. Il y en a même qui disaient que les profs de gym, c'était une malédiction dans le handball, parce qu'on avait tous un peu la même mentalité, il faut le reconnaître, et que c'était un peu un frein au développement. Dieu merci, maintenant, enfin Dieu merci, on en est sorti. Il y a beaucoup moins de profs de gym, même si tous les entraîneurs qui sont en pole position, et qui sont sinon de ma génération un peu plus jeune, ils ont tous été formés comme enseignants d'éducation physique, ce qui donne quand même des bases. C'est quelque chose qu'on a souvent dit. La fédération disait c'est une fédération de profs de gym, c'est un sport de profs de gym, en disant ça de manière péjorative. Enfin, vu les résultats, vu ce qui s'est passé depuis toutes ces années, je pense que la formation de prof de gym dont tu parles, ça ne servait pas juste à tenir un sifflet, un chrono pour faire tourner des jeunes sur le bord du terrain, quoi. C'était surtout pas un handicap parce que c'était une formation quand même assez généraliste de tout ce qui concerne le corps, l'esprit, etc. Et que ça donnait de bonnes bases, quoi. Après, il suffisait de se spécialiser dans un sport particulier. Bon, moi, ça a été le hand, mais je ne suis pas le seul, pour avoir à peu près des chances d'y réussir, quoi, en fonction des différentes missions. Voilà. Donc, prof de gym, jouant au SMUC. En 73, j'avais plus de genoux, donc j'arrête de jouer, j'entraîne. Ça se passe pas trop mal aussi, à la fois avec l'équipe première du SMUC, à la fois avec les juniors du SMUC, parce qu'à l'époque on s'entraînait 2 fois par semaine, donc tu pouvais entraîner 2 équipes, ça posait pas de problème. À la fois aussi avec mes élèves dans mes différents bahuts. Et puis j'attendais. Comme tu dis, ça se passe pas trop mal. Il faut quand même préciser pour les gens qui n'ont pas suivi, ça se passe pas trop mal au SMUC, en sport-études et avec les juniors du SMUC, c'est-à-dire que tu es champion de France. Oui. Systématiquement dans toutes les catégories où vous avez des titres. Pas systématiquement tous les ans, mais assez régulièrement. Vous avez gagné dans toutes les catégories, donc il y a vraiment quelque chose qui existait. Tu as employé un mot que je n'avais pas encore utilisé, mais qui est très important, c'est la section sport-études. Parce qu'en 1975, la fédération ouvre une section sport-études à Marseille, elle m'en confie la responsabilité, et là je me trouve tout d'un coup devenir un professionnel de l'entraînement de handball, ce que je n'étais pas avant, quoi. Puisque entraîner les jeunes tous les jours, les recruter en amont, les promouvoir après, en aval, et tout ça. Donc ça a été un tournant dans ma vie. Je n'ai fait pratiquement que du handball à partir de 1975. Voilà. Et ça m'a appris le métier aussi. Oui, c'est là où j'entraînais tous les jours. Dans les années 70, c'était pas courant, quoi. Et il n'y avait que les profs de sport-études qui étaient confrontés avec
avec Sorine. Sorine, tu l'as bien connu. Oui, toi, oui. en tant que- Ah ouais. élève, hein, Ouais, ouais. voilà. Donc, et tout ça s'est mis à bien fonctionner, en harmonie, avec certes des journées un peu démentielles, hein, parce que quand tu enchaînes la sport-études, après tu sautes dans ta Méhari, tu es obligé de faire 40 km, parce que la sport-études, c'est les quartiers nord, Ouais. et le SMUC, c'est les quartiers sud. Alors, entre les quartiers nord et les quartiers sud, à Marseille, il y a 40 bornes. 42 bornes avec un peu de De circulation. Marseille, oui. Ouais. Voilà, donc, c'était un peu chaud certains jours, et puis ça a très bien marché, de 75 bon. Et vers le milieu des années 80, je commençais à avoir un peu des démangeaisons. Je me disais, mais pourquoi à la Fédé, on ne me sollicite pas pour... Voilà. Parce que j'entraînais bénévolement les équipes de jeunes, alors surtout pendant les périodes estivales, les stages franco-allemands et tout ça. Ça s'était fait bénévolement. Ouais, ah oui, bénévolement, oui, oui, complètement. Ah, C'était vraiment pour le plaisir de rendre service, quoi. Et puis au bout d'un moment, tout ça commençait à peser un peu, et je me disais, pourquoi ne me confierait-on pas un poste d'entraîneur national? Il y avait à l'époque déjà une dizaine d'entraîneurs nationaux, ouais. tous très gentils, mais pas forcément tous très Compétent. Moi, avec mon caractère un peu frondeur, un peu méridional et tout ça, je représentais une forme d'opposition. Oui, parce que la fédération qui est située à Paris, à ce moment-là, elle est aux mains, on va dire, des clubs parisiens ou des Parisiens. Donc Gagny à l'époque, Voilà, c'est eux qui mènent ça. voilà. Jean-Michel Germain qui est DTN, et aussi l'entraîneur de Gagny. Voilà. Donc, mais ça, avant, c'était pas Jean-Michel Germain, c'était Jean-Pierre Lacou, mais il était aussi entraîneur du PUC, quoi. Ouais. Alors souvent, je fais une comparaison qui est un petit peu intellectuelle, de dire la Fédération française de handball, ça a toujours été une fédération de Jacobins. Jacobin, c'est ce que j'allais Paris, dire. Paris. Toi, tu es plutôt Et girondin. Donc. Moi, je suis plutôt girondin, Ouais. voilà, si je suis loin de Bordeaux. Et donc, j'espérais que mon palmarès et ma grande gueule me prédisposent à ce poste-là, sauf que ce poste-là, il ne venait pas. En 84, je pose ma candidature. Le président de l'époque, Jean-Pierre Lacou, Ouais. ne prend pas de responsabilité et il demande à Jean-Michel Germain, DTN, qu'est-ce qu'on fait de Costantini? Jean-Michel Germain, il ne prend pas de risque, il dit on va voter au sein de la DTN. Ils étaient 10, 9 ont voté contre, je ne citerai pas les noms. Tu peux, hein, tu Le peux. seul qui s'est abstenu, c'est Jean-Luc Druet, qui était Ah un ouais. ancien joueur du Du PUC, PUC, international et tout. Bon, donc je ne pensais pas vraiment être un ami, tu vois. Ouais. Lui, il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. Mais personne n'a voté pour. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans la galère, psychologiquement surtout parce que j'avais envie d'évoluer, Isolé. isolé, complètement isolé. Et puis là, il y a eu souvent on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, il y a eu la contre-performance de l'équipe de France Ouais. où les Français finissent au 12e, avec des matchs perdus contre des équipes. Pour bien comprendre, avant, il y avait un championnat du monde A avec donc les meilleures équipes, un championnat moyenne Voilà. et un championnat C. du monde C. Et Voilà. cette fois-là, donc, le résultat du championnat du monde B Balance refait descendre, parce que c'était déjà arrivé une fois, la France en C. c'est comme Costantini, donc on a dû se dire Et là, Jean-Pierre Lacou, il a pris ses responsabilités. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Il a dû dire, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Pour moi, qui était une de mes idoles quand j'étais joueur, s'appelait Jean Ferrignac, qui était un gardien de but originaire d'Aquitaine, mais qui a fait toute sa carrière à Paris, avant de venir finir dans la sienne à Marseille. Et Jean Ferrignac, il était sans arrêt un velléitaire de la DTN, c'est-à-dire tous les ans, il écrivait au président de l'époque en posant sa candidature, et ça ne marchait jamais. Il avait écrit à Pailloux pendant 10 ans, après il a écrit à Lacou pendant 5 ans, ça marchait. Et puis là, avec le mauvais résultat de Norvège, Lacou, il se décide, et comme il a la lettre de candidature de Ferrignac, il dit, allez, Ferrignac, DTN, alors qu'ils n'étaient pas amis, ils se connaissaient par cœur, donc ils n'étaient pas vraiment très amis. Et Ferrignac, dans son équipe, il avait Costantini, tout le monde ici mis à part, pour les équipes nationales, et Maurice Porte, le père d'Alain, Maurice Porte, pour la formation. Voilà. les grands formateurs, c'est ce que Et on j'allais est dire. montés tous les trois à Paris ensemble, voilà,
Ça s'est passé au printemps 85. Voilà. Et là, j'ai été, voilà, c'est la première fois que Tu as été intronisé. moi, intronisé entraîneur de. Sous les vivas des Parisiens ou tu sentais quand même que... Bah, bon, j'ai- les Parisiens me respectaient quand même, parce qu'en tant qu'adversaire, je leur avais posé plus de problèmes que je leur avais fait de cadeaux. Hein. Mais il a fallu quand même, il a fallu convaincre. C'est vrai. Donc c'est aux îles Féroé, c'est ça tes premières sélections? Non. C'est Les où îles Féroé, c'était un mondial C qui C'est avait eu lieu auparavant. Ah, c'est celui Au début auparavant. des années 80, où la France en était sortie. D'accord, et toi, celui où tu Moi, c'est Portugal. 86. D'accord. 86, première compétition, le mondial C au Portugal. 11 équipes participantes, tu vois, c'est pratique, hein, une poule de 6, une poule de 5. Ouais. Bon. Et un seul qualifié pour remonter dans le B. Et nos adversaires de l'époque, c'était le Portugal chez lui, pas facile à manier. Bon, ça l'aperçoit aujourd'hui. les Portugais, Il y a une culture. La Hollande qui nous dominait régulièrement à cette époque-là. Alors là, les Hollandais reviennent au premier plan. Hein, Oui, ils avaient disparu quand même. fait une sacrée traversée du désert. Ouais. Et puis des équipes classiques comme la Turquie, le Luxembourg, la Belgique, voilà. Et donc on s'est sorti, pas facilement, mais on s'est sorti de ce guépier et on est remonté en B. Ah. Donc ça m'a conforté. Et ce que j'ai appris après, pour la petite histoire, parce que la petite histoire, par rapport à ce que l'on est en train de raconter, c'est aussi important que la grande, c'est que je croyais avoir été nommé entraîneur national à partir d'avril 85. Pas du tout. Pas du tout. Je ne signerai mon contrat qu'en avril 86. C'est-à-dire, j'ai fait un mondial B comme entraîneur national sans être entraîneur national. J'étais encore responsable de la sport-études de Marseille, où je n'étais plus, hein, puisque c'est Michel Sicut qui avait pris ma succession. De toute façon, c'était peut-être un emploi fictif. Donc, ceci dit, tu compensais avec le mondial. Voilà. Donc ça, oui, donc ça c'est les tout débuts. Alors, on va pas faire tout parce que sinon, ta vie est tellement riche qu'on en aurait pour des heures et des heures. Mais tout ça, ça nous emmène, on va dire, dans le progrès du handball français, le mondial B. Donc en France, le fameux mondial B, le mondial 90 aussi en Tchécoslovaquie qui existait à l'époque, hein, c'était bien la Tchécoslovaquie. Oui, c'est ça, c'était la fin de la Tchécoslovaquie. Voilà, c'était... Enfin, il y avait encore, parce que le mur s'est écroulé en 89. Hein. Oui. Et nous, on a participé au mondial A en Tchécoslovaquie en 90. Ouais, donc les secousses se sont progressivement répercutées dans tous les pays de l'Est. Donc tout ça, ça va nous mener après jusqu'à la première grosse performance, donc les Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, où là, à la surprise générale déjà, on se qualifie, enfin vous qualifiez, la France, et en plus, vous faites une médaille, ce qui était inespéré, et on peut dire c'est le début de l'aventure vraiment de la médiatisation aussi du handball français. Alors c'était pas les Barjots à l'époque, hein. Il faut le rappeler, c'était les bronzés, voilà, et ils n'étaient pas rigolos à jouer, eux. Hein. Beaucoup de bronzés sont devenus ensuite Barjots. Des Barjots, oui, ça a enchaîné. Mais c'était le moment où ça valait le coup quand même d'être en équipe de France, hein, parce que gagner quelques matchs importants, on avait quelques primes qui pour l'époque étaient... Ça commençait effectivement à arriver. Ouais. Mais moi, dès que je suis arrivé, j'ai voulu verser des primes aux joueurs. Parce que moi, je suis plutôt du principe, toute peine mérite salaire. C'était bien beau d'être bénévole avec l'équipe nationale, mais ça donnait aussi libre cours à n'importe tout et n'importe quoi. Donc moi, j'ai exigé dès le début qu'il y ait des petites indemnités, et c'est moi qui ai lancé les indemnités journalières, qui continuent, que toi tu as connu. J'en ai profité, merci. Continue à bénéficier. Mais c'est vrai que tu avais une phrase souvent à l'époque, alors tu visais certainement des gens à l'époque, mais tu disais le bénévole ne pas bénéficier à l'incompétence, parce que sinon les gens vous disent mais moi je suis pas payé donc je suis incompétent. Donc on n'avance jamais comme ça, donc c'est vrai que peut-être qu'à un moment toute peine mérite salaire. Donc tout ça, après il y a la carrière avec les deux titres de champion du monde, tous les honneurs, mais il y a quand même un honneur, on peut finir là-dessus, en août 2010, tu te rappelles ce qui se passe en août 2010? Tu es élu meilleur entraîneur de handball, mais de tous les temps. De tous les temps, oui. Ils avaient ouvert une espèce de sondage à travers des internautes du monde entier, puisque c'était la Fédération internationale, en disant ne serait-il pas temps de désigner le meilleur entraîneur de tous les temps. Alors ils avaient fait une shortlist, et dans cette shortlist, en fait on était 3,
il y avait mon ami et adversaire privilégié, Bengt Bengt Johansson, Johansson. suédois, qui m'a fait ramer pendant toute ma carrière, parce que je le battais une fois sur 5, c'est-à-dire des fois dans des moments importants, mais bon. Et puis il y avait un monsieur qui s'appelait Tuchkin, qui avait été entraîneur des filles de l'Union soviétique Ouais. pendant des paires d'années, et qui gagnaient tout. Ils étaient champions d'Europe, la Russie était champion du monde, et voilà. Donc on était 3. Et là, je pense que toute mon estime mise à part, c'est le lobbying de la Fédé au niveau des internautes qui a payé, quoi. Ouais. Parce qu'on a mobilisé plus de monde que les Suédois n'en ont mobilisé. Et ne parlons pas des Russes, aujourd'hui je ne vais pas parler des Russes, mais bon, Ouais. ils n'ont pas eu beaucoup de monde. J'ai été élu meilleur En tout entraîneur cas, c'est de- quand même un titre. Ah oui. Après, tu peux pas continuer Ben, à travailler. Après ça, Ah, tu t'es. après, je m'étais arrêté un peu avant, d'ailleurs. Euh, je voudrais savoir, toi qui aimes bien tout ce qui est dictionnaire, le handball pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu donnerais comme définition du handball, un match de handball? Qu'est-ce Alors que ça déjà, quand représente? j'étais étudiant, et que j'étais obligé de réfléchir sur ma pratique sportive, la définition que m'avait donnée un de mes profs du handball, c'était une définition que j'ai récupérée tout de suite. Il dit, c'est le sport co le plus complet parce qu'on court, on saute et on lance. Donc les 3 grandes familles de l'athlétisme étaient représentées dans le handball. Et en plus, bien sûr, il y a la connotation sport collectif. Et en plus, il y a la connotation sport quand même de contact. De contact même et pas c'est d'évitement. Bon, c'est pas le contact du rugby. Enfin, on s'en voit un peu quand même. Voilà. Donc je disais que toutes ces qualités mises ensemble, ça faisait toute la valeur d'un sport. Un, sa valeur éducative, Ouais. et par la suite, progressivement, parce que ce n'était pas le cas au début, sa valeur spectaculaire et de pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, Ouais. Produire vraiment. ouais, vous êtes là, donc Ouais. ça progresse. Ouais. Et alors, c'est quoi que tu aimes, que tu préfères ou que tu as aimé dans le handball ou que tu aimes même aujourd'hui? Et bien sûr, à contrario, ce que tu n'aimes pas dans le handball. S'il y avait une chose à retenir que vraiment. Oh, pas grand-chose que j'aime pas dans le handball. Ouais. Je trouve qu'on a bien progressé. Puis moi, ce qui m'a le plus impressionné, ça va te paraître curieux, c'est de dire que je pensais qu'après moi, toute modestie mise à part, encore une fois, ça allait un peu se casser la gueule. Alors ça s'est un peu cassé la gueule. 2002, 2003, 2004, il y avait quand même des médailles. Hein. Ouais. Mais on n'était plus champion du monde, on n'était pas encore champion olympique et tout ça. Mais à partir de 2006, avec l'équipe d'Onesta, c'est reparti. Et c'est reparti dans des proportions Inimaginable. inimaginables. Que même Alors, toi, je pense, non, tu non. n'avais pas pu Alors moi, j'ai imaginer. une explication, c'est-à-dire, j'ai une explication corollaire. Il y a les explications classiques. On a une super formation, on a des super joueurs, ils ont une super mentalité et tout. Le championnat français progresse. Mais une autre explication, c'est que alors que nous avons continué quand même à faire des progrès, la plupart de nos adversaires, ils se sont quand même pas mal délités, quoi. D'abord, la disparition des pays de l'Est. Le ça, bloc c'est de pas l'Est, oui. senti tout de suite, mais ça leur a fait mal. Les Scandinaves, à un certain moment, avoir leur élite qui partait partout, sauf chez eux, ils ont eu du mal. Et d'ailleurs, si les Scandinaves reviennent au premier plan aujourd'hui, style la Suède, c'est parce qu'ils ont commencé à rapatrier leur élite chez eux. Ils ne sont pas tous en Bundesliga, ou ils ne sont pas tous en Liga espagnole, voire en France. Donc ça c'est une des explications. Donc voilà, il y a eu cette Ceci dit, explication. l'héritage était tellement lourd au moment où c'est Claude Nesta qui reprend, que les 3 ans, effectivement, on peut dire de flottement qu'il y a eu, c'est-à-dire que peut-être que les résultats étaient plus en adéquation avec l'équipe qu'il y avait, parce que L'équipe est toujours aussi bonne. Hein. était peut-être même meilleure, tu Oui, peux oui, peut-être oui. le dire, ça fera pas mal à ceux qui étaient là avant 2000, mais, Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où Karabatic est arrivé, et Karabatic il est arrivé quelques mois après mon départ. Hein. ouais, Moi je me souviens du premier match de Karabatic en équipe de France à Mulhouse, France-Allemagne. Normalement on n'était pas au niveau des Allemands ce jour-là, mais Karabatic qui avait 20 ans, lui tout seul, ouais, tout seul. il a pratiquement gagné les matchs. Un peu les arbitres aussi qui nous ont bien aidés. Bader qui siffle un refus de jeu aux Allemands à 1 minute de la fin alors qu'on avait un but de retard. Une petite vengeance alsacienne. Voilà, Heiner Brandt, il a vachement apprécié. Mais bref, c'est une petite histoire ça aussi. La vie, la mort, ou les vies, parce que tu as eu plusieurs vies,
Moi, je suis pas un chat quand même, mais j'en ai plusieurs. Hein. Ouais, mais enfin, tu as eu plusieurs. T'as une vie tellement riche qu'on peut dire que tu en avais plusieurs. Donc la vie, la mort, c'est quoi pour toi? C'est à l'âge en plus où tu es, où tu es tranquille, tu es apaisé même. Ouais, je suis tranquille, sauf que quand tu es trop tranquille, tu penses beaucoup plus à la mort que quand tu l'es pas. Quand tu l'es pas, tu as des choses plus importantes que ça. Tu vois. Oui, oui, qui t'occupe. Là, quand tu arrives à... Moi, je suis bientôt octogénaire. Mm. C'est vrai que c'est une préoccupation. Et puis tu vois tes amis qui partent. Et parfois, pas de ton âge, mais même un peu plus jeune. Ça préoccupe un petit peu, quoi. Et puis, comme disait le général de Gaulle, et ça, je peux le confirmer tous les jours, la vieillesse est un naufrage. Ceux qui sont jeunes et beaux à 20 ans le sont encore à 30, le sont encore à 40, il n'y a qu'à te voir, et le seront encore à 50. Par contre, attention, Oui, oui, après, oui.